Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue du coup au Tech It Connect, du coup, à Station F, et bienvenue du coup à cette table ronde autour d'un thème full remote, défis et opportunités pour les candidats et les recruteurs. Alors, je vais introduire un petit peu rapidement. Du coup, le monde du travail a connu une transformation majeure grâce à la technologie et à l'acceptation croissante du travail à distance. Sincèrement, oui, j'ai mes notes, parce que sinon, je ne me souviens pas de tout. Aujourd'hui, nous allons explorer du coup les défis et les opportunités que cela représente pour les candidats et pour les recruteurs. Le travail à distance offre effectivement de nombreux avantages, tels que la possibilité d'accéder à des postes, notamment qui sont en dehors de son périmètre, donc dans différentes régions, autres, etc. Donc ça a brisé finalement cette limite géographique, mais ça a permis également d'améliorer le cadre de vie du coup des travailleurs notamment, qui peuvent du coup allier et concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Cependant, cela demande également de nouvelles stratégies, notamment lorsqu'on est en phase de recrutement, parce que du coup on est confronté à beaucoup plus en tant que candidat, en tout cas on est confronté à beaucoup plus de profils potentiels du coup pour un poste, et donc il va falloir amener et réfléchir à de nouveaux moyens de se démarquer par rapport à finalement la différente concurrence. Mais ce n'est pas tout. Concernant les recruteurs, eux aussi ont des défis à relever, donc on va en parler juste après. Mais il faut aussi s'adapter, parce que du coup c'est un autre mode de travail, un autre mode de communication avec ses équipes, avec une nouvelle façon de travailler également. Et donc, mine de rien, la pandémie a amené finalement des choses qui peuvent être très intéressantes. Donc, on est majoritairement d'accord, en tout cas, autour de cette table ronde, mais pas que. Et donc, on essaiera effectivement de vous donner un peu notre vision des choses et la vision du marché, en tout cas, là-dessus. Donc, vous l'aurez compris, naturellement, je ne suis pas tout seul, parce que du coup, juste moi, ça serait compliqué. J'ai d'abord présenter du coup les personnes qui m'accompagnent. Donc nous avons Agathe Savioz, qui est secrétaire générale chez StockPro. Bonjour Agathe. Bonsoir. Nous avons également Amélie Berille, qui est Talent Acquisition Manager chez Swan. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons Florian Rives, si je prononce bien, c'est parfait, CTPO et cofondateur du coup de PickMe. Bonsoir. Bonsoir Florian. Et du coup, je me présente en dernier, moi-même. Du coup, je suis William René Dibois et je suis Product Owner Manager du coup chez Tech It, en l'occurrence chez Carevolutis. Bien. Alors, nous avons tout un plan, mais avant de ça, je préfère laisser d'abord les personnes du coup qui m'accompagnent. On va commencer par toi, Agathe. Du coup, vous présenter parce que moi, je vous ai juste nommé, mais je vais vous laisser effectivement présenter votre parcours et qui vous êtes du coup. Bonsoir, donc je suis Agathe, je suis secrétaire générale chez StockPro. StockPro, c'est une start-up qui existe depuis 2018, qui est une marketplace qui propose des produits, des matériaux neufs en réemploi, je pourrais revenir dessus après, à un public de professionnels ou de particuliers. Et StockPro est une entreprise qui a fait le choix du full remote dès 2018, donc avant le Covid. Qui était un choix audacieux à ce moment-là et qui continue de l'être d'ailleurs. Et aujourd'hui, on est une équipe de 39 personnes qui travaillent de France et pas seulement, parce que le full remote nous a permis aussi d'aller recruter à l'étranger. Très bien. Amélie, je t'en prie. Oui. Bonsoir à tous. Donc moi, c'est Amélie. Je suis responsable du recrutement chez Swan. Swan, on est une fintech française qui a été créée en 2019. On est aujourd'hui une équipe de 120 collaborateurs à travers 4 bureaux, Paris, Bordeaux, Barcelone et Berlin. On a un modèle plutôt hybride sur le télétravail, on en discutera juste après. Nous, pour le coup, on a été créé plutôt plus ou moins pendant le Covid, donc on n'a pas vraiment eu de transition, on a toujours eu ce modèle depuis le début. Très bien. Moi, du coup, c'est Florian, cofondateur et CTPO chez PickMe. PickMe, on a une jeune start-up de 3 ans. Concrètement, on crée un nouveau mode de livraison collaborative basé sur le voisin relais. Donc on a 120 000 voisins relais dans toute la France pour réceptionner des colis, envoyer des colis qui vont être proposés via vos transporteurs comme Colissimo, DHL, GLS, Géodis. Donc on a été créé nous en plein Covid, donc on a commencé en fait immédiatement en remote et après on a pas mal évolué. Aujourd'hui on a une quinzaine de personnes dans la boîte et avec un fonctionnement, on a des personnes full remote, on a des hybrides, on a des personnes qui sont tout le temps au bureau, voilà, il y a un petit peu de tout. Très bien. Du coup, on va peut-être rentrer un peu dans le vif du sujet, on va parler du coup justement de ce qui a
pour, on va dire, la plupart déclenché finalement un peu l'échange qu'on a aujourd'hui, donc la crise sanitaire. Il y avait un déclic qui s'est passé du coup à ce moment-là, mais vous l'avez dit, et du coup Agathe notamment t'en es l'exemple, il y a aussi des entreprises qui travaillaient déjà sur ce modèle-là avant. Est-ce qu'on peut rapidement refaire un petit brief du coup de comment c'était avant pour quelques entreprises et qu'est-ce que la crise sanitaire du coup a amené et comment on y a été confronté? Plus moi. Comment c'était avant? Alors, j'ai du mal à me rappeler comment c'était avant, honnêtement. Non, en tout cas, nous, donc chez Swan, on n'avait pas de modèle avant. Moi, personnellement, en tant que collaboratrice d'une autre société, j'allais tous les jours au bureau, de 8h à 19h. Et mon entreprise ne me permettait pas le télétravail, je pense par manque de confiance des collaborateurs qu'ils avaient. Donc c'est vrai qu'on a vu une vraie transition après le Covid. Je pense qu'il faut aussi rappeler qu'il y a maintenant une génération de nouveaux collaborateurs qui sont sortis d'études après 2020 et qui n'ont jamais connu le modèle d'avant en fait. Et de plus en plus on va le voir, donc je pense qu'il faut aussi pas l'oublier. Florian? Je vais difficilement avoir des exemples, en tout cas avec... Notamment au niveau du déclic, voilà, sûrement. Ça a commencé dès le début, donc pour le coup, je ne vais pas avoir de base de comparaison. D'accord. Agathe? C'est comme Amélie, oui. Dans mon précédent travail, effectivement, c'était pas du tout la norme. Même post-Covid, on avait droit à 2 jours de télétravail qu'il fallait poser, qui devaient être validés. Donc là, on est dans un modèle complètement différent où du coup, la référence et la norme, c'est de pouvoir travailler de chez soi. Oui, en effet. Alors, du coup, moi, je vais peut-être parler un peu plus du coup par rapport à l'expérience que j'ai eue. Donc, j'ai pas toujours été du coup product manager ou product owner. J'ai eu une première vie professionnelle. J'étais commercial. Et pour moi, du coup, le full remote, je l'ai connu très rapidement à 21 ans. Du coup, parce que je travaillais pour une entreprise dont le siège social a été basé au Mans. Moi, j'ai toujours vécu en Ile-de-France, donc du coup, je ne faisais pas le trajet tous les matins, naturellement. Du coup, j'ai commencé, moi, très tôt à connaître finalement ce mode-là. C'était quelque chose qui était commun, notamment peut-être plus pour les commerciaux. On n'avait pas vraiment cette notion de full remote. On savait qu'on pouvait travailler depuis chez nous et aller chez les clients directement. Donc, forcément, notre bureau, nous, c'était notre voiture. Donc, du coup, on était un peu habitué à ce mode-là, passer de temps en temps au bureau, naturellement, pour dire qu'on existe toujours. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a eu une vraie cassure finalement du modèle existant et les entreprises ont dû finalement s'adapter et je pense que du coup les salariés que vous avez finalement dans vos structures ont dû vous le faire savoir, notamment peut-être pendant la crise, après la crise, en sortie de crise, au moment où il fallait peut-être revenir de temps en temps au bureau. Comment ça s'est passé finalement cette gestion? Parce que du coup de sortie de crise, au moment où il fallait revenir, du coup, comment ça s'est passé? Alors, nous, on n'a pas eu de retour au bureau puisque ça oui, non, tout à fait. Cela dit, on a quand même un contre-exemple, effectivement, de l'un de nos collaborateurs qui, pendant la crise, l'a très mal vécu, s'est retrouvé très isolé et finalement, en sortie de crise, a souhaité partir pour pouvoir réintégrer une structure qui avait des bureaux, qui pouvait l'accueillir, parce que lui s'est senti très isolé. Donc c'était une réaction inverse, en fait. C'est ça. C'est un peu là où je voulais venir, c'était comment est-ce que vous l'avez sûrement vu, été confronté, justement, et tu le dis, c'est comment les salariés l'ont vécu, finalement, ce moment-là. C'est un peu ça la question, en fait, là où je voulais en venir. Je pense qu'en tout cas, pareil, on n'a pas forcément eu d'avant à après, mais pour parler peut-être pour moi, j'avais envie de retourner au bureau, j'avais envie de voir des personnes, de vivre, etc. Mais en gardant une vraie flexibilité et une vraie confiance, je pense, qui a été acquise justement pour les collaborateurs, parce que les employeurs ont vu que c'était possible et ont vu qu'ils pouvaient faire confiance aux salariés. Donc je pense que c'était cette double dimension, en tout cas, qui était importante. C'est un peu la même chose. On a eu du besoin en fait qui a été exprimé par rapport au retour au physique, à ce que tout le monde se revoit un petit peu. On avait même carrément lâché nos bureaux, nous, à un moment. On avait fait une transition, donc c'était un peu parfait, le timing était bon. Pendant 3 mois, on n'avait plus du tout de bureau dans Paris. Et après, il y a eu une vraie demande de réavoir un endroit en fait où toute l'équipe peut se retrouver. Et petit à petit, au départ, c'était 1 jour semaine, 2 jours semaine. Et en fait, là, sur les 2 ans, finalement, on est peut-être sur du 3 jours et demi semaine au bureau. Sans qu'on impose quoi que ce soit, pour le coup. Donc, hormis réunions physiques où les gens doivent venir, mais c'est
on va dire que c'est assez flex. Et petit à petit, les gens reviennent en fait. Et nous, on est assez convaincus aussi que ça dépend de la culture du bureau. C'est aussi quel est le groupe, comment le groupe vit. Et le groupe vit bien chez nous. Donc pour le coup, au fur et à mesure, on voit plus de présence. Ok, d'accord. Et c'est justement ça, tu le dis, et je voulais revenir un peu dessus, il y a eu un moment où finalement vous avez abandonné finalement les locaux pour que tout le monde soit en full remote. Et est-ce que tu as une raison? Est-ce que tu sais pourquoi finalement tu as eu besoin de reprendre des locaux? Et quel élément finalement chez tes salariés ont pu amener à ça? Au niveau des salariés, en fait, c'est que pour le coup, c'est sympa la vision, mais il y a même des personnes qu'on a recrutées qu'on n'avait pas du tout rencontrées. Donc il se passe quand même quelque chose sur l'aspect, se voir, vivre des choses ensemble, etc. Et voilà, on avait des personnes qui avaient déjà un peu d'expérience et qui recherchaient ça aussi. Donc ils voulaient l'hybride, ils voulaient la flexibilité, mais il y a cette recherche aussi de que ça fonctionne en fait dans l'équipe. Donc voilà, il y a eu ça. Et pour nous aussi, pour PicMe, en fait, c'était un moment où on a recruté également. Donc pour les nouvelles personnes qu'on voulait intégrer, c'était aussi plus simple d'avoir un endroit, ne serait-ce que pour des entretiens en fait, pour que tout le monde puisse se rencontrer. Voilà, je pense qu'il y a quand même un aspect bureau, espace dans lequel potentiellement ils vont venir vivre qui est assez important dans le recrutement. Et donc voilà, tout ça, ça faisait sens. Ça faisait sens de quitter les bureaux, de lâcher les bureaux à ce moment-là. Ça faisait sens de reprendre ici. Très bien. Et moi j'ai une autre question du coup, c'est que au niveau organisationnel, la mise en place finalement des outils, des moyens finalement là pour travailler à distance, qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui? Quels sont les moyens que vous utilisez pour justement communiquer, échanger avec du coup les équipes qui sont à distance et celles qui sont au bureau, et même faire échanger finalement inter-équipe entre les personnes qui sont à distance et au bureau aussi également? Qu'est-ce que vous utilisez comme outil? Quels sont les moyens que vous avez mis en place? Alors, on a des outils digitaux, évidemment. Donc, on a les visios, les Meet, on a Slack pour communiquer de manière instantanée aussi, donc échanger beaucoup. Et puis, à l'inverse, pour justement quand même embarquer les personnes et puis qu'elles puissent se sentir impliquées, nous, on a fait notre onboarding en présentiel. On a vraiment fait le choix justement d'accueillir les gens en présentiel lorsqu'ils arrivent. Pour travailler l'intégration, pour leur présenter ces outils qui vont être les outils du distanciel, mais en présentiel. Et ça nous paraissait vraiment très important de bien privilégier ce moment de l'onboarding, de bien pouvoir expliquer à chacun ce que ça implique d'être en remote aussi. On l'aborde déjà dès l'entretien de recrutement, voilà, être sûr qu'on est prêt, parce qu'à nouveau, tout le monde n'est pas prêt à le faire. Donc on se rend compte qu'il y a une forte demande. Je crois que c'est 65% des 18-34 ans recherchent un poste en remote. Il n'y a que 8% des entreprises françaises qui sont en full remote. Donc il y a un décalage comme ça entre les attentes et l'offre. Mais c'est vrai que c'est vraiment une méthode de travail très spécifique qui implique de pouvoir s'y adapter. Et nous, on a aussi un lieu d'accueil, on l'appelle, parce que comme tout le monde n'est pas francilien, tout le monde ne vient pas au bureau, mais du coup, c'est notre lieu d'accueil. C'est là qu'on fait nos onboarding. Et c'est là que chacun a la possibilité de venir aussi, si justement il ressent le besoin de venir 2-3 jours, même s'il habite à Toulouse, il le formule et ça ne pose pas de problème pour qu'il puisse être dans une sorte d'émulation aussi. On sait que l'isolement, c'est quand même la vraie menace en remote, donc on essaie d'être très vigilant là-dessus. Ok. Je pense en effet que c'est pas si simple que ça de mettre en place une culture remote. Il suffit pas juste de renvoyer ses salariés chez eux avec un ordinateur. Je pense qu'il y a vraiment, nous en tout cas, on a essayé de mettre en place une culture de l'asynchrone au final, donc de pouvoir mettre en place et à disposition des outils qui permettent à tout le monde de travailler de manière asynchrone. Et on n'a pas forcément besoin de se voir et ni de faire des réunions pour pouvoir travailler ensemble au final. Pareil pour les outils de communication digitaux qui permettent de communiquer au quotidien. Et je pense aussi une culture de la documentation, de l'écrit, et que chacun, en fait, où qu'il soit basé, la time zone aussi, qui est important, parce qu'on parle du remote, mais est-ce que c'est en France ou à l'étranger, et le même niveau d'information aussi, où qu'il soit, et qu'il se sente engagé aussi au sein de l'entreprise. Au niveau des outils, on va avoir la classique Slack, Google Meet, etc. Donc Notion, voilà, tout ce que va utiliser aujourd'hui. On a eu pas mal d'enjeux, notamment sur la culture de l'écrit, qui est réussir à bosser en asynchrone et
loin d'être facile à mettre en place. On a tendance à beaucoup parler, donc c'est pour ça qu'on était limite des individus qui, dans un bureau, va communiquer naturellement, sans aucun problème. Et il fallait qu'on prenne un petit peu tous ces réflexes. Donc, et en réalité, c'est toujours un work in progress. Continuellement, on essaye de s'améliorer là-dessus. Voilà. Après, encore une fois, on est né comme ça, donc ça a été beaucoup plus simple. Il n'y a pas eu de transition du tout. Très vite, on a utilisé les mêmes outils. Et voilà. Ok. Je voulais revenir du coup sur un sujet dont tu parlais, notamment quand tu as annoncé le fait que les profils n'étaient pas forcément tous en France. Effectivement, toi, tu as des profils notamment qui sont étrangers dans différents pays. Comment s'organisent finalement ces différents échanges? Tu le dis, vous travaillez en asynchrone, mais du coup, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail? Comment vous travaillez? Quels sont les process? Ouais. Alors déjà, on a fait le choix d'avoir une time zone, une différence assez limitée. On est à maximum 3 heures au final. Donc je pense que ça facilite les choses pour des raisons justement de collaboration entre les équipes et pour faciliter en tout cas ces aspects-là. Donc toutes les personnes sont basées en Europe finalement. Donc je pense que ça facilite beaucoup les choses. Et donc c'est des équipes qui ne se voient pas forcément en effet, mais néanmoins on a mis aussi en place des rituels d'équipe pour que tout le monde ait ce même niveau d'information. Donc des rituels d'équipe et d'entreprise également. Et on réunit aussi toutes les équipes 2 fois par an, tous ensemble, pendant quelques jours dans un lieu central, pour créer du lien justement et que des petites entités à l'étranger ne se sentent pas trop isolées. Ok. Et ça m'amène une autre question, c'est que du coup... est-ce que tu as des personnes qui vont former finalement les équipes sur place dans chaque pays, ou est-ce que c'est centralisé cette partie-là notamment? Oui, en fait, donc toutes les personnes à l'étranger sont rattachées quand même à une entité et donc vont quand même de temps en temps au bureau avec un référent, en tout cas un country manager qui gère ce bureau et qui représente Swan en tout cas dans ces bureaux-là. Et c'est des personnes qui viennent pour leur onboarding à Paris, en effet, au bureau, forcément pour au moins 4-5 jours pour pouvoir voir les bureaux, rencontrer les équipes et le vivre de l'intérieur. Donc, ouais, complètement. Ok, justement, parfaite transition. Justement, j'allais parler de ça, c'est l'onboarding. Je le voyais sur ma fiche, on avait parlé finalement de former les équipes, comment ça se passe finalement quand tout ça se passe à distance. Mais avant la formation, je voudrais savoir comment ça se passe l'onboarding chez vous. Je vais commencer du coup par toi, Florian, notamment pour PicMe. Nouveau profil, il est en hybride, on va dire, ou en full remote, à toi de me dire. Et comment ça se passe son premier jour? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Alors nous, en fait, les 2 premières semaines sont forcément physiques. On a mis à 2 semaines. Aujourd'hui, ça marche bien. On ressent pas le besoin de faire plus, faire moins. Donc la personne arrive et même les personnes qui sont pour le coup en full remote, il y a toujours 30 minutes d'accueil avec tout le monde se présente. Alors après on est 15, donc c'est aussi simple de pouvoir faire comme ça. C'est très personnalisé du coup nos onboarding pour le moment. Et après, comme en fait on va dire il y a peut-être 30% de l'équipe qui est en remote, quoi qu'il arrive, les personnes sont en physique, au moins en fait, ça s'imprègne un petit peu de l'ambiance et vont forcément devoir rencontrer des responsables en full remote, etc. etc. Donc, mais les 2 premières semaines sont en physique, toujours plein de petits événements justement, la rencontre de tous les services, c'est la première étape, on va dire. Ok. Et comment ça se passe du coup chez StockPro? C'est pareil, voilà. Je pense qu'on n'échappe pas trop quand même au présentiel pour l'onboarding parce qu'on risque de passer à côté de quelque chose si on ne se rencontre pas à ce moment-là, il me semble. Et c'est là qu'il se crée quand même la connexion, c'est le cas de le dire. Et après, comme Amélie, nous aussi, 2 fois par an, on se voit en présentiel. Et sur l'onboarding, c'est vrai qu'on a essayé de bien le structurer, de faire des rituels, comme le disait Amélie, très inclusifs en fait. Donc il y a un déjeuner avec les 2 cofondateurs, les équipes franciliennes viennent quand il y a un nouveau collaborateur ou une nouvelle collaboratrice qui arrive pour qu'ils puissent rencontrer justement en présentiel le plus de personnes possible et que lorsqu'on fera un séminaire 3 mois plus tard, ils connaissent déjà quelques personnes. Il y a évidemment son lead qui vient, même si son lead est en remote aussi dans une autre région, il vient pour l'accueillir pendant quelques jours. Donc
je crois que ce moment, l'intégration est toujours importante quand on change de travail, évidemment, mais je pense que quand on est sur un modèle hybride ou remote, ça devient capital, en fait, ce moment-là. Ouais, tout à fait. Moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable, du coup, hein, parce que, bon, on en a parlé, vous savez, ma position, je suis plutôt pour, et je vois les bénéfices, en tout cas, de cela, à titre personnel notamment, mais je pense que je peux entendre, en tout cas, moi, de certaines entreprises qui, du coup, préfèrent avoir les personnes, du coup, en entreprise, notamment pour la transmission de valeur, la transmission, la cohésion d'équipe. Et à la limite, pour avoir fait les deux, j'entends que... Enfin, je peux visualiser que ça doit être compliqué que les différents services arrivent à échanger et s'entendre, notamment, on va dire, pour la cohésion d'équipe, etc., lorsqu'ils ne sont pas amenés à échanger souvent ensemble. Et je pense que c'est un peu ça qui peut restreindre. Moi, notamment, c'est aussi le cas dans mon entreprise. On a du télétravail, mais il n'y a pas de full remote, en tout cas. Et c'est notamment l'un des arguments à apporter. Et c'est vrai que quand je vois la cohésion qu'on a dans l'entreprise, je peux entendre ce discours et je peux comprendre pourquoi ils ont fait ce choix-là. Mais est-ce que vous parce que du coup, c'est un peu la question, c'est à quelqu'un qui vous dirait ça, en l'occurrence moi, qu'est-ce que vous répondez du coup? Comment vous faites finalement pour conserver cette cohésion au sein de vos équipes? Bon, alors déjà, moi, c'est la première fois que j'ai un poste en full remote. Avant, j'ai peut-être eu 6 postes. Et je pense que c'est la première fois que j'ai une équipe. On est 35, 39 quand même. On est nombreux. Qui est aussi solidaire et qui s'entend aussi bien. Donc il y a ce contraste que je vis, que je n'arrive pas forcément à expliquer, mais en tout cas, je le vis de l'intérieur. Donc je pense que ce qui se crée en remote, c'est pas forcément loin des valeurs, c'est pas forcément plus compliqué de transmettre ces valeurs. À nouveau, l'onboarding joue un rôle clé, je pense, pour parler, et le recrutement, même avant l'onboarding, parce qu'on est passé à l'onboarding directeur. Je pense qu'au moment des entretiens de recrutement, il se passe aussi vraiment quelque chose, surtout pour des startups, justement, qui ont plutôt des missions, et expliquer voilà, ce qui peut nous motiver, nous embarquer les uns et les autres. Donc, ces moments-là sont assez clés. Et en tout cas, le remote ne vient pas du tout tuer la cohésion d'équipe. En revanche, les moments en présentiel viennent sacrément nourrir cette cohésion. Voilà. Et on se rend compte que là, il se passe une sorte de feu d'artifice. On est trop content de se voir parce qu'on se voit tout le temps en visio ou par Slack. Et donc, les moments de présentiel sont vraiment très riches, quoi. Ouais. Je voulais... Oui, non, je rebondis, mais je suis complètement d'accord. Et je pense encore plus les moments en présentiel sont censés être là vraiment pour créer du lien et pas forcément uniquement pour travailler ensemble. Donc, moi, personnellement, je fais du remote avec 4 jours de présentiel par mois au bureau à Paris. Et quand je vais au bureau, c'est pour créer du lien. Et donc, je passe mon temps, en fait, à aller prendre des cafés avec les équipes, etc. Et le reste du temps, quand je suis chez moi, je vais être focus sur mes tâches. Mais c'est vrai que d'avoir cette possibilité de créer du lien de temps en temps avec l'équipe, c'est un énorme plus, quoi. Je vais prendre la suite. Oui, je t'en prie. On fait la même chose aussi de notre côté. Donc, une fois par mois, tous les collaborateurs reviennent. Toujours des moments assez sympathiques, des after-work qui sont organisés, des activités spécifiques. Voilà. Après, je pense que c'est pour répondre à la question sur les valeurs, comment tu fais pour transmettre tes valeurs à des personnes qui sont potentiellement en full remote? Je pense que de toute façon, les valeurs, c'est un alignement constant, quel que soit le format en réalité. Donc ça passe par beaucoup de choses, ça passe par... nous, on a des one-one donc avec tous les managers. De la même façon que tu dois... je pense qu'on reviendra dessus, mais tu as quand même des enjeux au niveau du management pour t'assurer que la personne, ça fonctionne bien, tout ce qui va être isolement au travail, équilibre vie pro-perso, qui sont des possibles déviations du full remote. Mais le manager joue aussi un rôle justement pour cette culture, pour ces valeurs. Et tout ça doit se retrouver chez nous 3 jours par mois, plus un séminaire dans l'année. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Et justement, petite question, c'est finalement à ces moments-là où le but est de créer cette cohésion, on le disait, et tu le disais notamment, c'est pas forcément lié, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une activité, un travail finalement, on n'est pas obligé de travailler à ce moment-là, il faut juste se retrouver, échanger. Est-ce que c'est
est-ce que, parce que finalement je le comprends et on le fait aussi nous au bureau, hein, on a souvent ces moments finalement détente après le travail, etc., où on a un événement, par exemple tous les premiers mercredis du mois, on fête tous les anniversaires qu'il y a eu finalement au cours du mois. Ça permet de tous se retrouver. On a une personne qui travaille à Bordeaux et qui est à distance, donc elle vient également à ce moment-là. Enfin voilà, ça permet de garder cette cohésion. Mais finalement, on est sur quelque chose qui pour moi est un peu extra, on va dire, ça reste au sein de l'entreprise, mais on n'est pas sur, on va dire, on travaille finalement cette cohésion, pas en avançant sur des projets, mais vraiment en revalorisant l'échange humain. Est-ce que finalement, c'est pas aussi est-ce que le Covid n'a pas amené ça aussi finalement, ce besoin de se retrouver autour de choses simples, pas forcément en lien avec un projet sur lequel l'équipe avance, sur lequel on travaille, etc., mais vraiment juste se retrouver, prendre du temps pour échanger entre nous. Est-ce que c'est pas un des facteurs qui fait qu'aujourd'hui les personnes se sentent bien de se retrouver justement, parce qu'elles savent qu'elles ne vont pas venir uniquement pour travailler, mais pour retrouver finalement leurs collègues? Oui, tout à fait. Je pense que l'informel a pris une place conséquente dans le fonctionnement en hybride ou en remote. Et à titre d'exemple, nous chez Stock Pro, l'année dernière, donc, on était moins nombreux, on était 20. Et lors de notre premier séminaire où on s'est tous retrouvés à 20, on a constitué un groupe de musique avec tous ceux qui étaient musiciens et tous ceux qui souhaitaient y participer. Et à la fin de notre séminaire, on a fait un concert et c'était, pour certains d'entre nous, on ne s'était jamais vus. Et ça a pris et ça a apporté vraiment une couleur très festive et ça a créé un autre lien entre nous encore, celui de parler de musique, de se partager des morceaux, enfin tout cet aspect que tu évoquais, informel et qui peut être nourri quand on est dans un bureau, mais pas forcément en fait. On ne parle pas forcément avec ses collègues dans un bureau de ce qu'on aime comme musique ou quoi. Et là, en fait, c'est le cas. Ces moments, ces échanges-là existent. Donc l'informel a pris une autre forme, justement. Et en fait, je pense que on s'en est tellement rendu compte que même dans la mise en place justement pour les boîtes full remote, tu vas forcer ces moments informels. Parce que c'est pas forcément évident du coup quand t'as pas la machine à café, quand t'as pas la personne qui passe dans le bureau et dans la journée comme ça parce qu'il est en pause ou qui appelle pour aller fumer une clope par exemple. Enfin, tu l'as pas quand les personnes sont tous isolées en train de travailler dans leur coin et n'ont pas l'occasion de se croiser. Et nous on a essayé de reproduire ça en fait. On s'est dit ok, comment on peut faire, et donc on a impliqué toute notre équipe dedans, comment on peut faire pour recréer ces moments-là et en fait quels sont ces moments. Et donc typiquement, il y a l'arrivée le matin, tout le monde prend un café, discute, etc. Donc tous les matins, nous à 9h, il y a un événement qui est récurrent, qu'on appelle le morning coffee, les gens viennent ou pas, c'est pas obligatoire. Et souvent quand il y a plus de personnes qui viennent, il y a souvent des personnes qui vont rappeler tout le monde et en disant il n'y a plus personne au morning coffee, venez passer une tête pour dire bonjour. Mais l'idée était juste de recréer un petit peu ces moments, un peu bêtement, on a ça dans la vie physique, comment on peut le faire pour toutes les personnes, et comme on en a certains qui pour le coup reviennent vraiment très peu, pour qu'au quotidien, il y ait des échanges. C'est justement là où j'allais te poser cette question. Du coup, comme tu dis, t'as créé finalement ces moments-là. Ils sont pas venus naturellement. Tu as dû un peu forcer la chose pour garder ce lien social. C'est un peu, finalement, c'est un peu le rôle peut-être du manager, de l'entreprise, finalement, d'aider et d'accompagner finalement ses salariés pour ne pas se sentir isolés, comme tu le disais aussi. Est-ce que vous trouvez important que ce soit, on va dire, les têtes pensantes de l'entreprise qui amènent ça, ou est-ce que vous auriez aimé aussi que ce soit peut-être une initiative des salariés? Comment ça s'est passé? Parce que moi je sais que de notre côté, notamment dans l'équipe tech, on a finalement nous ces échanges constants. On est au moment où on travaille chacun chez soi, mais on est sur Discord, et finalement je le vois moi à travers d'autres équipes, nous on a ce lien où tous les jours on est dessus, donc finalement tous les jours on parle, on discute, etc., même si on avance sur nos projets, etc., mais on a cet échange constant. Je sais que dans d'autres équipes c'était pas le cas, et parfois je leur dis voilà, utilisez tel outil, échangez entre vous, etc., mais est-ce que du coup l'employeur a été contraint d'amener ça si ces entreprises plutôt ces salariés ne le faisaient pas eux-mêmes? Est-ce que t'as senti le besoin de le faire, ou c'était vraiment l'envie qui t'a poussé parce que toi-même t'avais envie d'échanger avec tes salariés? Pour le coup, alors il y a de l'envie parce que parmi les 3 fondateurs, on est des personnes assez sociales, on aime beaucoup croiser les gens, donc forcément c'était une envie déjà de base des associés.
Après, on a testé beaucoup de choses. Hein. En réalité, on a testé pas mal de choses. On a mis l'équipe dedans. Et le morning coffee aujourd'hui, par exemple, pour garder celui-là, n'est plus obligatoire, n'a plus été forcé. On l'avait forcé pendant le 2e confinement, je crois, parce qu'on sentait qu'il manquait quelque chose et qu'il fallait insuffler ça. Okay. Donc je pense que là, c'est le rôle des associés, en l'occurrence, de réussir à voir qu'il y a peut-être un manque de cohésion, de discussion, etc. et de mettre ça en place. Okay. Mais on avait testé d'autres choses. Il y en a certains qui ne sont pas restés dans le temps. Et il y en a d'autres, celui-là notamment, est resté dans le temps parce que l'équipe l'apprécie, en fait. Et donc... encore une fois, on a mis l'équipe dans la co-construction avec nous dès le début. Et donc aujourd'hui, ce qui reste et ce qui est fait, c'est ce que l'équipe a voulu. Ok, très bien. Alors, j'aborde un autre sujet, du coup, où là, on va être un peu en amont. C'est vrai qu'on ne l'a pas fait, je ne l'ai pas fait dans cet ordre-là. Pour ma fiche, c'était pas comme ça. Mais c'est revenir un peu sur justement la partie recrutement et justement des différents profils. Peut-être justement... la première question, ce serait, selon vous, recruter en full remote, est-ce que c'est ouvert à tous ou est-ce qu'il y a une catégorie de profil peut-être qui est plus enclin à accéder finalement à cette opportunité, on va dire, dès l'embauche? Je pense notamment, est-ce qu'on a envie qu'un profil junior soit totalement en full remote ou on a plutôt envie de l'avoir près de soi, entre guillemets, pour justement l'aiguiller, le former, finalement le faire adhérer finalement à l'entreprise? Comment ça se passe finalement de votre côté pour ces profils-là? On va commencer par les juniors du coup. Oui. Je pense en effet c'est beaucoup plus simple de recruter en full remote des collaborateurs contributeurs individuels et plus seniors. À partir du moment où il y a un besoin d'accompagnement un peu plus fort de la part du management et donc des profils plus juniors, c'est plus difficile pour nous en tout cas et on ne le fait pas justement pour ces raisons-là. Et on considère que ce n'est pas forcément rendre service à des profils juniors que d'être en full remote en début de carrière. Bon, après, chacun son modèle. Et pareil pour des managers aussi d'équipe. Je pense que c'est la deuxième dimension qui est un peu compliquée. C'est à partir du moment où on manage des équipes, bon, peut-être que le full remote, à voir en tout cas. Ok, d'accord. Parce que, je reviens sur ce que tu dis. Moi, je parlais de mon expérience tout à l'heure. Hein, je parle un peu de moi, mais... à 21 ans, je ne suis pas resté, tout simplement parce que c'était ma première expérience en tant que salarié. Et finalement, j'étais très loin de l'entreprise. Je me retrouvais toujours tout seul. Et justement, on revient finalement à ce que tu disais, la santé mentale, l'éloignement. Je ne me sentais pas finalement intégré dans cette entreprise parce que les seuls contacts que j'avais avec mes collègues, c'était une fois tous les 3 mois, une journée, parce qu'on faisait la réunion au siège social. Et le reste du temps, après, je me retrouvais tout seul. Donc cet éloignement est notamment parce qu'il n'y avait pas les outils, notamment à cette époque-là non plus, moi je l'ai ressenti, je l'ai vécu, et du coup je ne voulais plus du tout retrouver sur ce type d'expérience. Aujourd'hui c'est différent, on a les outils, on a les moyens, mais là où je pourrais moi te rejoindre, c'est que même moi en tant que candidat, je me dis en tant que junior, alors ça peut être bien, mais je pourrais pas finalement, j'aurais besoin de ce contact, d'avoir mon manager à côté de moi, avoir la facilité de lui poser une question, de pouvoir même pour découvrir l'entreprise, voir les autres services, les autres personnes. Donc je ne sais pas si c'est, on va dire, la meilleure formule, en tout cas, mais est-ce que vous, notamment je vais te poser la question, est-ce que toi tu te dirigerais vers ça? Quelle solution tu pourrais proposer à un junior qui te dit, moi je veux faire du full remote? Alors, nous, on en a des juniors qui font des full remote. Chloé, qui est avec nous ce soir, elle est alternante. On a 5 alternants en ce moment chez Pro. Okay. Les 5 sont en full remote. Le manager de Chloé vit à Aix-en-Provence. Donc, ils ne sont pas dans la même ville et ils travaillent quotidiennement ensemble. Donc, je pense à nouveau que c'est quand même un peu une histoire là, on retombe plus sur de l'individu plutôt qu'une règle globale, je pense. Et c'est vraiment une histoire d'état d'esprit et aussi peut-être de maturité. Alors, c'est pour ça que quand on parle de junior, je pense voir ce que tu veux évoquer, mais je pense que c'est plus une question de maturité que de statut professionnel d'être junior ou pas, en fait. Et de sentiment de responsabilité. Donc, en fait, c'est vrai qu'avec le remote, il y a quand même, je pense, cette dimension incontournable de se sentir responsable de son travail, de ne pas être attentiste, d'attendre qu'on nous donne ce qu'on a à faire, etc. Ça demande des personnalités qui montent plus au créneau et qui sont plus dans cette dynamique-là pour que ça fonctionne. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire, enfin, on ne le vit pas comme ça, en tout cas nous, que ce soit rédhibitoire
d'être jeune pour travailler en full remote. En revanche, c'est vraiment une question d'appréhension de son travail et de se dire ok, je suis responsable, je participe à la construction de quelque chose et donc je m'engage dans cette mission. C'est plus cette notion-là, je pense. D'accord. Je pense que je suis assez d'accord avec ça. Il y a de toute façon un duo, c'est un duo manager-manager qui doit fonctionner. Je pense que c'est pas agréable pour un manager d'avoir quelqu'un qui justement ne s'exprime pas et qu'il doit tout le temps aller le chercher. Je pense que c'est pas agréable pour quelqu'un qui est très introverti d'être constamment loin d'une équipe et ça va forcément être plus difficile de venir discuter. Et c'est là que je suis d'accord sur le fait qu'il y a aussi une question de personnalité, de maturité par rapport au monde du travail. Quand on est en stage alternant, qu'on est en école, je pense que c'est pas trop loin encore pour moi. Ça n'a rien à voir. Enfin, on connaît pas en réalité le monde du travail. J'ai plutôt tendance à penser qu'en fait, c'est pas rendre service à des personnes qui commencent justement dans le monde du travail, à leur dire reste chez toi de manière infinie. Je pense pas en fait que ça te rend service pour après, ne serait-ce que pour te rendre compte un peu des dynamiques en fait d'une entreprise. Alors, tu as plein de types d'entreprises différentes et forcément quand tu es dans des startups notamment, c'est encore différent. Mais faut s'en rendre compte et ça peut être beaucoup plus difficile du coup à distance de s'en rendre compte. Et du coup, ça m'amène à la question, ça je pense que c'est quelque chose que vous arrivez peut-être à déceler pendant les entretiens, notamment des profils qui vont vous demander peut-être un accompagnement plus poussé que d'autres, notamment peut-être sur des profils juniors ou même des profils un peu plus expérimentés. Est-ce que du coup vous adaptez la formule en fonction du profil ? Est-ce que vous avez des règles entre guillemets sur cette hybridation du coup du travail ou de full remote, ou est-ce que vous vous adaptez vraiment l'offre en fonction du profil que vous avez en face de vous ? Effectivement, toi tu es très senior, mais j'aimerais t'avoir quand même à mes côtés, peut-être notamment pour pouvoir manager par la suite. Est-ce que vous vous adaptez finalement à la personne ou c'est quelque chose de défini en fonction du poste ? Ça m'intéresse de savoir. Qui vous voulez ? Oui, c'est pas facile comme question. Je pense que plus l'entreprise est grande et plus c'est difficile de faire des exceptions si on n'a pas un minimum de règles. Après, on fait toujours un minimum de cas par cas finalement. Oui, nous on diffère par rapport au type de poste. On considère que sur certains rôles, on a un peu plus besoin d'une présence physique que d'autres. Par exemple, des équipes produits qui ont besoin de plus de contacts, ont un petit peu plus besoin de présentiel que peut-être des équipes plus tech, par exemple, ou autres. Donc on adapte en effet en fonction du type de rôle et du besoin nécessaire. Ouais. Ok. Non, sinon je renchaîne, hein. Moi pas de problème. Ouais, ok. Et donc du coup, je voulais revenir sur un sujet finalement, parce moi de ce que j'entends en tout cas, les entreprises ont plutôt bien pris le pli, notamment avec, vous êtes de toute façon tous les trois l'exemple, notamment avec les entreprises, les jeunes startups, etc., où comme vous le disiez, par rapport à des profils qui sortent d'études, notamment, qui eux ont toujours connu ça finalement pour leur entrée au monde du travail, je trouve que c'est important effectivement que les entreprises se soient adaptées et ne voient pas un mal finalement au full remote ou à l'hybridation, mais plutôt une solution et même une continuité finalement dans la vie qu'ont commencé finalement les jeunes pousses. Mais par contre, il y a un truc sur lequel j'ai envie de revenir, c'est finalement ce que tu disais, la santé mentale. Moi, je l'ai évoqué, j'étais pas bien à mes 21 ans. Qu'est-ce que du coup l'entreprise met en place du coup pour détecter cela, pour proposer des solutions à finalement une personne qui finalement se sentirait pas bien à ce moment-là. Comment vous arrivez à détecter cela déjà ? Ça m'intéresse. Détecter, donc on parle des signaux faibles justement, donc ça passe essentiellement par la communication. Finalement, le seul moyen de pouvoir détecter ça, c'est la communication et la fréquence récurrente d'échange. Donc nous, au sein de chaque équipe, il y a ce qu'on appelle un daily, donc ça revient un peu au morning coffee, même si c'est en visio, mais l'idée c'est vraiment chaque matin de commencer sa journée avec son équipe, même en visio, et de demander comment ça va, etc. Et puis moi, avec ma casquette RH, j'organise ce qu'on appelle des points d'ambiance. Donc de temps en temps, un peu random, on prend quelqu'un et puis on passe une demi-heure comme un café, là aussi, mais virtuel, où on prend la température. Et puis à l'inverse, ça c'est ceux qui peuvent se passer un peu random. Et parfois, j'ai des remontées d'un lead qui va me dire j'ai l'impression qu'il est un peu fragile, qu'il n'ose pas forcément m'en parler. Est-ce que tu peux échanger avec lui et voir comment ça se passe. Donc
Mais ça demande effectivement de la communication, de la confiance et que la parole soit libérée. Donc je pense que ça aussi, c'est vraiment l'ambiance de chaque entreprise. Mais en tout cas, si on a un modèle hybride ou remote, je pense que chacun doit pouvoir se sentir libre de formuler que ça ne va pas. Parce que sinon, ça ne passe pas, en fait, tout simplement. Tout à fait. Nous, de notre côté, on a très vite ouvert le débat justement là-dessus, parce qu'on sait que voilà, c'est un risque, ça peut très vite partir en vrille, et il faut faire attention. Tout le monde est concerné par ça, le management est concerné par ça, fait attention, encore une fois, petite équipe oblige, c'est beaucoup plus simple de faire des tours individuellement pour s'assurer que tout le monde va bien. Après, on ne l'a pas trop abordé, mais je pense qu'un des enjeux par rapport au télétravail, c'est justement la disparition du micromanagement, qui est beaucoup plus simple à faire sur du bureau. C'est aussi pour ça que beaucoup sont plus à l'aise là-dessus. C'est potentiellement pas le meilleur modèle. Du coup, c'est d'être capable d'objectiver, d'avoir des objectifs pour chacun qu'on construit, et ensuite de faire confiance, de donner des responsabilités, de faire confiance. Et c'est la clé en fait pour que cette culture télétravail fonctionne bien. Et donc à partir de ce moment-là, ça reste aussi d'autres indicateurs qui sont factuels pour vérifier si la personne s'épanouit ou pas, ou potentiellement quelqu'un qui va bien performer pendant un certain moment et d'un coup qui a une énorme chute, c'est aussi un indicateur. Mais voilà, ça demande quelque chose d'assez global avec un management qui est concerné par ça. Et nous, on a aussi créé dans notre documentation, donc avec tout le handbook de l'employé, il y a un guide pratique justement pour le télétravail que les employés ont écrit eux-mêmes. En fait, certains étaient plus concernés par ça, voulaient travailler sur le sujet. Donc typiquement, on parlait de comment les équipes peuvent travailler entre elles, échanger entre elles. On a des projets transverses comme ça qui nous permettent aussi de faire un peu travailler tout le monde, se rencontrer tout le monde. Et donc, ils ont construit ce guide que tout le monde lit. Et voilà, c'est une étape, c'est de la prévention. C'est une étape qu'on a mis en place justement pour ça. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres sujets. Moi, j'arrive à la fin de ma fiche, mais ça va aller. Ok, donc je vais vous poser des questions à vous. Il faudrait vous permettre de poser des questions. Je ne sais pas si des personnes ont des questions, souhaitent interagir en tout cas avec vous poser des questions. Soyez libre, hein. N'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, c'est moi qui en aurai. En fait, moi, je travaillais dans une société Kantar qui est dans le market research. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une partie de la société qui était habituée à avoir des portables. Donc, pour dépanner ici ou là pendant quelques jours de la semaine. Donc, les commerciaux, ils avaient déjà les portables et tout ce qui est fonction support, ils avaient aussi des portables pour harmoniser le tout. Et donc il fallait passer en total remote, il n'y a pas eu de problème pendant le Covid. Par contre, il y a d'autres entités où ça posait problème parce qu'ils avaient des PC fixes. Ils avaient une ancienne culture d'avoir des chefs à proximité pour communiquer directement et pas par mail, et pour faire des sortes d'alertes sur tel et tel sujet qui sont pour prioriser en fait ça, je pars ça en niveau de... Parce que j'ai fait comptable fournisseur pendant 5 ans. Avant, j'étais en data processing. Donc, en fait, voilà, donc j'ai aidé un peu en remote, comme j'étais un peu de la partie. Et donc, après, ça s'est transformé, quoi. Ils se sont adaptés. Voilà. Donc, en fait, c'est le flux naturel, en fait. Moi, je pense que le full remote, je pense que ça convient aux sociétés qui veulent faire de l'économie de loyer, qui ont un schéma de business qui permet de faire des économies là-dessus pour démarrer une société. Mais après, pour des sociétés plus conséquentes, je pense qu'ils ont moins de locaux. Parce je sais que ma société, ils ont pris un autre bâtiment pour avoir moins d'espace, pour faire une sorte de roulement. Donc les personnes sont moins présentes en présentiel, mais ils sont toujours présents un certain nombre de jours pour communiquer et puis avoir une sorte de fil conducteur et de pas faire un break brutal de valeur et de process, quoi. Voilà.
Alors, du coup, oui, je t'en prie. Pardon, juste pour réagir à ce que vous disiez, en ce qui concerne Stock Pro, en tout cas, je sais que, évidemment, parfois on peut se dire en remote, il n'y a pas de bureau, donc c'est une économie, mais je sais que ce qui a motivé les fondateurs, nous, donc, à se créer en remote en 2018, c'est vraiment se donner l'opportunité du recrutement non limité à une zone. C'est vraiment ce qui les a poussés, parce que justement, ils connaissaient les deux cofondateurs des personnes qui n'étaient pas forcément en Île-de-France, avec lesquelles ils avaient pu travailler par le passé, et en se disant c'est vraiment un talent que j'aimerais avoir auprès de moi pour cette nouvelle aventure. Et du coup, ça s'est presque imposé à eux en disant si je veux qu'ils travaillent avec moi, ce sera forcément à distance parce qu'il habite à Aix-en-Provence. Et donc, c'est ce qui a amené au choix de ce modèle-là aussi. Donc, évidemment, ça peut représenter un avantage financier, même si aujourd'hui, justement, les bureaux sont tellement désertés qu'ils sont un peu moins chers qu'avant aussi. Mais ça donne surtout la liberté d'un terrain de jeu beaucoup plus vaste, en fait. Justement, ça va être une des questions, on l'a pas abordée. Mais du coup, selon vous, si vous aviez un conseil à donner du coup à un profil, on en parlait tout à l'heure et tu le rappelles là, ça permet d'aller chercher des profils qui sont peut-être plus distants et que l'entreprise souhaiterait recruter absolument. Mais dans l'autre sens, du coup, côté candidat, qu'est-ce qu'un candidat pourrait faire pour justement se démarquer alors qu'il est à distance auprès d'une entreprise? Est-ce que vous aviez un conseil à donner du coup à un candidat qui souhaite travailler en full remote pour se démarquer de la concurrence, en tout cas des autres candidats, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour attirer votre attention, sachant qu'il ne peut pas venir vous rencontrer et dire toc toc bonjour, j'aimerais travailler chez vous? Alors pour nous, en fait, ça ne change plus. Maintenant, tous nos process de recrutement se font à distance. Peu importe où la personne est. Donc en fait, il n'y a pas de différence en fonction de la localisation de la personne. Moi, le conseil que je donnerais aux personnes, c'est qu'en fait, il y a plein de modèles qui existent aujourd'hui dans les entreprises. Et à partir du moment où ils sont bien faits, ça fonctionnera. Que ce soit du full remote, de l'hybride, du présentiel. Je pense qu'en tant que candidat, il faut juste se poser la question, quel est le modèle à moi qui me convient ? Pourquoi, et réfléchir en fait à quelles sont les vraies raisons de pourquoi j'aimerais du remote, de l'hybride ou du présentiel, et faire en tout cas ces recherches aussi auprès des entreprises. Quels sont leurs modèles à eux, pourquoi ils ont mis ça en place, de quelle manière ils le font, et s'assurer qu'ils le font bien en fait. Parce que rejoindre une entreprise en full remote parce qu'on veut faire du full remote et s'apercevoir au bout peut-être de quelques mois que vous vous sentez isolé parce que vous n'avez pas le même niveau d'information que les autres, c'est aussi, je pense, en tant que candidat, à faire ses propres recherches et à se poser des questions du pourquoi, du comment. J'attends, je regarde. Je suis assez d'accord avec cette histoire. Ouais. Bon, je trouve notamment, si on parle des profils juniors, où potentiellement vont manquer d'expérience par rapport à ça, c'est bien normal. Un profil junior qui arrive et qui va justement challenger sur cette culture, mais du coup, qu'est-ce que vous faites pour que je rencontre les autres personnes, qu'est-ce que vous avez mis en place, etc. En fait, c'est quelque part rassurant parce que ça montre aussi une certaine compréhension de la situation. Ouais. Très souvent, moi je vais recruter des techs et des produits, et je vais me retrouver avec des personnes qui c'est full remote ou rien, et c'est mes conditions. Mais en fait, derrière, c'est OK, c'est tes conditions, mais nous aussi on en a. Comment on se met d'accord, et comment toi tu vois le full remote en fait? C'est quoi ton niveau de compréhension des enjeux qu'il y a derrière? Donc quelqu'un qui arrive, et notamment jeune, qui arrive et qui dit OK, j'ai compris en fait que pour le coup il y avait un challenge sur le full remote, comment je vais vraiment être sûr de bien m'intégrer, que ça doit marcher dans les deux sens. Moi ça me rassure de me faire challenger en fait là-dessus. Ouais, ok. Donc c'est finalement on peut arriver avec ses convictions, moi en tant que salarié, en me disant effectivement voilà, j'ai mes convictions, je sais ce que je veux, en tout cas, et finalement avoir un profil aussi qui peut-être est assuré, qui sait de ce qu'il attend, qui sait pourquoi il vient vous voir et ce que vous pouvez lui apporter, ce qu'il peut vous apporter aussi. Finalement, c'est un peu ça qui fait la différence entre un profil A et un profil B, finalement, qui peut être l'un, pourtant, qui peut vouloir travailler dans les locaux, ou être plus souvent dans les locaux, et l'autre qui peut être en total full remote. Est-ce que finalement, il y a une différence? Est-ce que vous arrivez à faire une distinction entre ces deux profils? Est-ce qu'il y a une préférence, finalement?
Oui, je pense qu'en effet, le savoir ce qu'on veut en tant que candidat, c'est primordial. Donc de savoir si on veut être en remote ou pas et pourquoi on veut l'être, je pense que c'est important. Mais il n'y a pas que ça. Parce que, alors, en tout cas, si un candidat, sa seule motivation pour rejoindre une entreprise, c'est le modèle de télétravail, ça me semble un petit peu limité. Donc je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut, mais pas qu'en tant que remote ou non. C'est aussi quel type d'entreprise, quel type de rôle, pourquoi, comment, etc. Donc je pense qu'il faut aller plus loin dans ses motivations, pas juste s'arrêter au télétravail. Et moi, je rencontre de plus en plus de candidats très juniors qui arrivent avec pour seul critère, je veux du full remote. Ouais. Ça me semble un peu limité aujourd'hui, donc je pense qu'il faut aller creuser un peu dans tout ça. Ok. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Moi, je me demandais pour pour ceux qui ont fait une transition vers le full remote, est-ce que vous avez accompagné les managers pour arriver à manager du full remote? C'est une compétence particulière, c'est une manière de travailler un peu différente. Et au-delà de cette transition, est-ce que vous avez mis en place, outre des bonnes méthodes, des bonnes pratiques capitalisées dans la société, des formations à l'extérieur? Est-ce qu'il y a des choses qui aident à bien préparer, notamment des managers, pour gérer du full remote, ou en tout cas de l'hybride, du beaucoup remote, si ce n'est pas full remote? Oui, nous on l'a fait effectivement, mais finalement on s'est rendu compte que ceux qui sont devenus managers, l'entreprise est récente, elle a 5 ans, donc ceux qui sont devenus managers en fait n'avaient jamais managé précédemment, même en présentiel. Donc oui, on les a formés au management, mais c'était pas une formation spécifique au management en remote. En revanche, eux, quand ils l'ont intégré, cette formation, ayant déjà eu 2 ans passés ou 3 ans en remote, ils se sont appliqués les principes directement avec ce prisme remote, étant eux-mêmes déjà dans cette situation. Après, là, justement, récemment, on a recruté 2 managers qui n'avaient pas été managers en remote précédemment, mais qui avaient été managers déjà, et qui ne formulent pas, on les sonde régulièrement, de besoins particuliers d'ajustement dans leur type de management, dès lors que justement les outils sont mis à disposition, en fait. Donc, les échanges avec leurs équipes sont facilités. Et à nouveau, c'est pour ça que je dis que la communication est clé. S'il y a un moment où ils sentent qu'ils ont besoin de se réunir en équipe en présentiel, ils le formulent et on essaie de se donner les moyens de pouvoir le faire. Donc, je pense que c'est à nouveau la clé, en tout cas sur du full remote, ce qui est notre cas, c'est de pouvoir formuler son besoin rapidement et que l'entreprise puisse y répondre, évidemment, dans la mesure du possible. Il n'y avait pas de changement précis entre manager en remote ou pas. Eh bien, la table ronde touche à sa fin. Moi, je tenais effectivement à vous remercier. Ah, putain, dernière question. Vraiment la dernière, du coup. Encore au fond. Ouais, je vais être pressé par le timing. Bonjour. J'ai juste une question pratique, en fait, de télétravail. Est-ce qu'il y a des contraintes? Si on recrute, par exemple, quelqu'un qui est à Marseille ou à Montpellier, est-ce que du moment où il est en télétravail, est-ce qu'il peut aller, par exemple, télétravailler depuis l'Espagne ou au Portugal ou ailleurs dans le monde? Est-ce que vous avez mis en place des contraintes? Merci. Alors, nous, la contrainte, elle est juste le fait de pouvoir être disponible. On a l'un de nos leads qui est à Taïwan, pour vous dire. Donc, Taïwan, c'est 7 heures de décalage en plus. Donc, ce qui n'est vraiment pas le créneau le plus simple à gérer. Néanmoins, du coup, toutes les réunions avec son équipe se font le matin. Et l'après-midi, lui, il travaille un peu en décalé. Il commence plus tard le matin, il finit plus tard le soir par rapport à son horaire. Et en gros, il doit y avoir au moins une plage de 5 heures commune avec les équipes en France. Et donc, ça ne bloque pas le travail. Et donc, typiquement, qu'on soit à Montpellier ou en Espagne, je pense que tu conviendras, ça ne change pas la manière de travailler. Et le remote offre aussi effectivement cette liberté de se dire je travaille de chez moi ou je travaille d'ailleurs. C'est ça aussi qui donne ce sentiment de liberté plus fort.
Je vais être très bref, puisque visiblement on touche à la fin. Vous parliez, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, du moment que la communication est clé et du moment que les outils sont en place. Quel type d'outils, en fait, vous pensiez? Alors, je suis arrivée un peu sur la fin, vous l'avez peut-être évoqué. Hormis les Meet, les Google Meet, ce genre de choses qui sont relativement classiques. Vous pensiez à quoi exactement comme outil pour faciliter le remote, la communication, etc. C'est ce qu'on évoquait effectivement un peu plus tôt, des rituels en fait. Le fait de se dire qu'on se voit chaque jour ou chaque semaine ou chaque mois en présentiel ou en tout cas en équipe entière, même en visio. Nous, chaque vendredi matin, on a ce qu'on appelle le Kiwi. C'est une visio où toute l'équipe, les 39 personnes, où qu'elles soient dans le monde, se connectent à la même heure et chacun, alors là la taille le permet encore, mais chacun donne son mot de la semaine. Il y avait le morning coffee chez Florian, où c'est le fait de pouvoir mettre des rituels en place qui peuvent libérer justement cette parole. Très bien, je vous remercie, c'est un peu saccadé sur la fin, mais je suis un peu pressé par le timing, il y a une deuxième conférence qui commence juste après. Moi, tout ce que je voulais, c'était notamment déjà vous remercier, merci d'être venu, merci d'avoir pris le temps d'échanger avec moi autour de ce thème. Juste une question, notamment pour une dernière question, c'est si on souhaite vous contacter, comment on peut faire? Parce que ça se trouve, on peut être intéressé à échanger un peu plus longuement, en tout cas avec vous. Comment on peut vous contacter aujourd'hui? N'hésitez pas. Nous, soit directement par le site StockPro, soit par Welcome to the Jungle, où StockPro a une page, donc on nous retrouve très facilement aussi avec les offres à pourvoir d'ailleurs. Très bien. Pareil, sur Welcome to the Jungle, LinkedIn aussi directement, ou notre site internet. Oui. La même chose. Très bien. Internet, picnic.fr, LinkedIn. Alors, si vous voulez retrouver leur LinkedIn, n'hésitez pas, on peut vous le communiquer, nous, de notre côté, sur Techit. Et vous pouvez le retrouver également sur leur nom, prénom, sur la page, du coup, de l'événement. N'hésitez pas. Et je vous remercie, du coup, pour votre présence. Merci à vous.